Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Déposer les armes et privilégier la voie du dialogue, c'est l'appel lancé par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et adressé aux groupes armés qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Le médiateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est qui était en visite à Goma le 15 novembre. Réunion des experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, de l'Afrique centrale et de l'Est aux Seychelles. Les participants se sont penchés sur le développement du tourisme urbain. Et puis l'expédition prochaine en Ouganda de vaccins candidats. À l'heure où le pays est actuellement confronté à une épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a donné son aval pour qu'il soit inclus dans un essai clinique. Mais tout d'abord, la libération au Zimbabwe de 14 membres issus de l'opposition. Une libération annoncée par la coalition des citoyens pour le changement. Ils avaient été arrêtés en juin dernier lors de heurts qui les avaient opposés aux partisans du parti au pouvoir, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Si la CCC se dit désormais soulagée, elle dénonce néanmoins, je cite, les abus continuels du ZANU-PF sur les institutions de l'État, notamment les services de police, les services pénitentiaires et le système judiciaire pour faire taire les opposants. Notons que cette libération coïncide avec la fin de la mission du Commonwealth qui s'est achevée ce 17 novembre. Alors que le pays avait quitté l'organisation en 2003 après sa suspension, le Zimbabwe cherche aujourd'hui à en faire de nouveaux partis. Retour sur la visite de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta en République démocratique du Congo. À l'heure où la crise sécuritaire persiste dans l'est du pays, le médiateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est était en visite à Goma le 15 novembre, ville située dans la province du Nord Kivu qui est en proie à des attaques perpétrées par le M23. Dans ce contexte, l'ancien dirigeant kényan a appelé les groupes armés à déposer les armes et à opter pour la voie du dialogue. Joël Ballot. Alors que les combats s'intensifient entre les soldats et rebelles du M23 dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les Nations Unies font état de plus de 230 000 déplacés. L'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, médiateur pour la communauté d'Afrique de l'Est, est venu témoigner de la gravité de la situation. Il invite l'armée congolaise et les membres du M23 à déposer les armes afin de laisser place à un dialogue constructif. Le message que nous avons aujourd'hui est que tous les groupes qui portent actuellement les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix, par le dialogue, car il n'y a rien qui puisse être gagné par le canon d'une arme. Facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta emboîte le pas au président angolais João Lourenço qui, au cours des dernières semaines, a échangé avec les chefs de gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise dans l'Est de la RD Congo. Pour sa part, l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta s'est rapproché des populations et des autorités locales pour toucher de près les réalités des populations afin de leur apporter aide et réconfort face à ce conflit. À tous, on s'adresse de la même manière. Baissez les armes, faites taire les armes et rejoignez le processus politique. J'espère que nous pourrons contribuer à apporter une paix durable au peuple de ce pays qui est également pour le peuple de l'EAC, de l'Afrique et du monde. 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont le sanctuaire de groupes armés locaux et étrangers. Pour la communauté de l'Afrique de l'Est, les pourparlers de Nairobi, qui devraient reprendre le 21 novembre, appellent à plus d'efforts dans le processus de pacification de la sous-région. Dans l'actualité également, l'appel à la grève lancé ce 17 novembre par les syndicats des fonctionnaires en Afrique du Sud. Des manifestations sont ainsi prévues le 22 novembre prochain devant des hôpitaux, mais aussi devant les bâtiments de l'État. Leur cri de colère, la cherté de la vie. Dans ce contexte économique difficile, les syndicats réclament ainsi une hausse de 10% des salaires des fonctionnaires. Début novembre, le ministre du Travail, Thulas Nxesi, avait annoncé une augmentation de 3%. Une annonce qui n'a pas permis d'apaiser les tensions. Pour exprimer leur mécontentement, les fonctionnaires avaient déjà fait grève le 10 novembre dernier.
Comment favoriser davantage le développement du tourisme urbain en Afrique? La question a fait l'objet d'une réunion qui a regroupé des experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, de l'Afrique centrale et de l'Est aux Seychelles. Certains d'entre eux estiment que ce type de tourisme est plus inclusif et a des retombées plus importantes. C'est Vrandoukeuf. Selon le rapport 2017 de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement sur le développement économique en Afrique, les recettes d'exportation du tourisme ont plus que triplé, passant de 14 milliards de dollars à près de 47 milliards de dollars. Ainsi, le tourisme représente environ 8,5% du produit intérieur brut de l'Afrique. À cet effet, la problématique du développement du tourisme urbain sur le continent a meublé les échanges entre les hauts commissaires et experts de la CEA, Afrique centrale et de l'Est, réunis depuis le 15 novembre 2022 à Victoria aux Seychelles. Quelles sont nos principales attractions en Afrique? Nous n'avons surtout que la faune avec les animaux sauvages et la plupart des Africains les ont vus et les connaissent déjà. Ceux qui vivent sur la côte connaissent la plage et leur dire d'aller à la plage n'est pas une attraction. Ils seraient attirés par quelque chose de nouveau, quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. Comment pouvons-nous faire des villes africaines des centres d'attraction? Nous voulons nous concentrer davantage sur cet aspect. Les zones urbaines ne sont pas seulement des zones où les gens dorment et se rendent ensuite dans les zones rurales et les parcs pour visiter, mais des zones urbaines attractives. Le tourisme urbain, contrairement au tourisme traditionnel, permet un développement infrastructurel sans précédent en contribuant à l'amélioration et la réorganisation des espaces. Il est surtout un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois à travers l'éclosion de métropoles modernes et industrialisées, avec pour conséquence l'amélioration des moyens de subsistance. Nous considérons le tourisme urbain comme l'un des moyens de rendre le tourisme plus vaste, plus inclusif et plus bénéfique. Si vous avez plus de gens qui viennent dans une ville en tant que zone urbaine, les Africains sont donc plus susceptibles de séjourner dans un certain nombre d'établissements d'hébergement. Ils sont plus susceptibles de manger dans un restaurant de nourriture locale que dans un hôtel 5 étoiles. Ils sont plus susceptibles de vouloir voir des gens autour d'eux. C'est pourquoi je dis que le tourisme urbain a un effet de retombée plus important. Véritable vecteur de développement, le tourisme urbain sur la dernière décennie a permis un boom économique dans certains pays africains, à l'instar de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Égypte ou encore de l'Éthiopie. En 2020, l'avènement du coronavirus a provoqué une crise économique mondiale, notamment pour les pays pétroliers qui ont dû faire face à un effondrement des cours du pétrole. En Guinée équatoriale, dont l'économie nationale est fortement dépendante de la rente pétrolière, la question de la diversification économique se pose alors. Une question urgente à l'heure où le pays se prépare à tenir ses élections générales le 20 novembre prochain. Joël Balou. L'économie de la Guinée équatoriale est entièrement dominée par la rente pétrolière qui représente plus de 78% du PIB et des exportations. Le bois et le cacao, base de l'économie dans les années reprises, dans les années 90, ont quasiment disparu des exportations. À l'aube d'un nouveau septennat, le prochain président devra impulser une politique de diversification des ressources de croissance au risque de faire face à l'inflation qui se caractérise par la volatilité des prix. Notre économie est fortement dépendante du secteur pétrolier. 90% des recettes publiques provenaient du pétrole. Donc une forte baisse des prix du pétrole sur le marché international se traduit par une réduction considérable des revenus reçus par le gouvernement pour continuer son programme de développement du pays. Dans son cadre de développement qui court jusqu'en 2035, la Guinée équatoriale, dont le succès a jusque-là reposé sur le pétrole, est désormais lancée dans une politique de diversification de son économie à travers l'agriculture, le tourisme, la pêche, les petites et moyennes industries. En 2021, la BDEAC a alloué à la Guinée équatoriale 1,9 milliard de francs CFA pour le développement de l'agro-industrie.
Il existe plusieurs initiatives spécifiques dans ce pays qui contribuent déjà à la production de l'économie nationale. Nous avons les projets agro-industriels avec des contributions qui ont atteint déjà des millions de dollars. Par ses spécificités géographiques, la Guinée équatoriale a besoin d'une politique environnementale hardie pour assurer un développement durable. L'un des défis du prochain septennat sera aussi de réduire le taux de pauvreté, estimé en 2020 à 67%, car malgré une croissance économique forte, l'accès à un emploi continu reste problématique pour une grande partie de la population. Alors que l'Ouganda fait actuellement face à une épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a donné son aval pour que 3 vaccins candidats contre la maladie soient inclus dans un essai clinique. Une information divulguée ce 16 novembre par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Depuis fin septembre, la souche soudanaise d'Ebola circule dans le pays. L'Ouganda et l'OMS sont convenus de tester les vaccins développés notamment par le Sabin Vaccine Institute basé aux États-Unis et l'Université d'Oxford. Corinne Camden. L'Ouganda et l'OMS vont tester des vaccins pour combattre l'épidémie d'Ebola dans le pays. Les essais seront menés avec le soutien de l'université ougandaise de Makerere, ainsi qu'avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation et l'Alliance du vaccin. S'adressant aux journalistes ce mercredi 16 novembre depuis Bali, en Indonésie, où il assistait au sommet du G20, le directeur général de l'OMS, Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les premières doses de vaccins contre Ebola devraient être expédiées vers l'Ouganda la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'un comité d'experts externes de l'OMS a évalué 3 vaccins candidats et a convenu que les 3 devraient être inclus dans l'essai prévu en Ouganda. L'OMS et le ministère ougandais de la Santé ont examiné et accepté la recommandation du comité. Nous nous attendons à ce que les premières doses de vaccins soient expédiées en Ouganda la semaine prochaine. Un groupe distinct d'experts a sélectionné 2 thérapies expérimentales pour un essai, ainsi qu'un plan d'essai qui a été soumis pour approbation par l'OMS et les autorités ougandaises. Suite à la déclaration de l'épidémie en Ouganda le 20 septembre, le virus s'est propagé à 7 districts dans la capitale ougandaise, Kampala, augmentant ainsi les risques de propagation à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. Intégrer la recherche dans la riposte contre l'épidémie, c'est l'idée derrière cet essai clinique qui a 2 objectifs: évaluer les vaccins candidats potentiellement efficaces et contribuer à mettre fin à cette épidémie et à protéger les populations à risque à l'avenir. Nous avons tous une incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et nous ne savons pas combien d'anneaux peuvent être formés dans le cadre de l'essai. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que l'OMS, les partenaires et les développeurs se sont engagés à randomiser ces vaccins afin que nous puissions générer des preuves solides qui nous permettraient de savoir si un ou plusieurs d'entre eux ont l'efficacité que nous recherchons. Depuis la semaine dernière, 6 nouveaux cas confirmés et 1 cas probable d'Ebola ont été enregistrés en Ouganda, portant le total à 141 cas confirmés et 22 cas probables. 73 patients sont guéris. Il y a également eu 2 autres décès confirmés d'Ebola et un décès probable, pour un total de 55 décès confirmés et 22 décès probables. Un mot de sport à présent avec la CAN féminine de handball qui se déroule actuellement au Sénégal. Ce 16 novembre, plusieurs équipes ont fait sensation durant les quarts de finale. Le pays hôte notamment est parvenu à s'imposer face à l'Égypte. Les Lionnes ont en effet battu les Égyptiennes sur un score de 21-19. Autre victoire notable, celle du Cameroun face à la République démocratique du Congo, compte rendu avec Cheromar Kamara et Ameneti. Pour son match en quart de finale de la CAN féminine de handball, l'équipe du Sénégal a battu l'Égypte 21-19 au terme d'une heure de suspense. Face à une défense musclée des Égyptiennes, les Lions de la Teranga ont été malmenés en début de match avant de prendre l'ascendant par la suite. En plus de leur qualification en demi-finale, elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial. On est super satisfaites d'avoir pu décrocher cette place au mondial. C'est vrai que, comme Yacine a pu le dire, on avait à cœur de faire mieux que la précédente CAN au Cameroun. On a loupé de très peu cette qualification. Donc on est très satisfaites et c'est pas encore terminé. On espère aller le plus loin possible sur cette compétition. L'équipe du Cameroun s'est qualifiée en demi-finale grâce à sa victoire à l'arraché face à la RD Congo 23-22. Les Congolaises ont longtemps rivalisé avec leur adversaire du jour avant de céder en toute fin de rencontre. Menées à la pause de 4 points d'écart, elles ont fait preuve d'un très gros caractère pour revenir à égaliser 21-21 à 2 minutes de la fin.
Les Lions indomptables terminent ce très physique duel sur un succès d'un petit point d'écart, 23-22. Je suis très fière de mon équipe et très fière du coach parce que les coachs savaient déjà qu'on allait être prise en strict et qu'elles allaient faire une défense très très haute. Donc il a eu un coup d'avance un petit peu, donc on a su bosser ça durant l'entraînement, même si on a eu du mal à l'appliquer sur ce match-là parce que forcément c'est beaucoup plus intense, d'autant plus que face au Sénégal on a mis beaucoup d'agressivité, comme il a dit le coach, beaucoup d'entrain. Du coup c'était un peu plus compliqué de trouver des solutions sur le travail qu'on avait fait, mais on attendait cette défense très haute de la part du Congo. L'Angola a réservé son ticket pour les demi-finales de la CAN féminine de handball 2022. Les 14 fois champions d'Afrique ont dominé la Tunisie 29-24. L'aventure des Aigles de Carthage s'arrête en quart de finale dans cette compétition. L'autre quart de finale qui opposait la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville s'est tourné en faveur des Diablesses Rouges 35-21. Les Congolaises qualifiées dans la foulée au prochain championnat du monde affrontent les Lions indomptables pour une place en finale dans cette compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.